Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. On en profitera aussi pour parler de l'actu du club. Angers PSG demain soir avec un 11 qui ne devrait pas être remanié, comme l'a annoncé Christophe Galtier en conférence de presse aujourd'hui. Il a été évasif sur la question des jeunes et il a dit qu'il avait un effectif trop limité pour pouvoir faire des changements, des ajustements. Ça, il le répète depuis quelques semaines et je le trouve démago quand il le dit, parce qu'on voit les matchs en fait de Solaire, de Ruiz qui sont absolument insipides, de Vitinha qu'on peut mettre dans le même panier même si son dernier match contre Lens est plutôt bon. Warren Zaïre-Emery, selon Galtier, il peut démarrer un match de Ligue des Champions. Mais ces dernières semaines, il se contente de 5 minutes durant lesquelles il montre plus que Carlos Soler en 85. Pardonnez-moi, il y a un problème avec lui. Aux entraînements, il y a eu quelque chose dans sa relation avec Galtier qui visiblement ne doit pas vraiment aimer les jeunes vu comment il les défonce publiquement, premièrement dans la presse, et vu les échos qu'on a eus aussi par les journalistes, qui nous ont dit qu'après l'élimination en Youth League, il leur avait poussé une gueulante gigantesque qu'il est incapable de faire avec son équipe première qu'il tient, et qu'il aurait aussi des relations assez distantes avec Zoumana Camara, l'entraîneur des jeunes, bien évidemment. Donc, Warren, que j'espère voir demain. Garbi, c'est trop demandé. On se souvient de sa belle entrée contre Lyon, assez entreprenante. Et devant, Ekitike, les médias, ils en parlent. Ils nous disent, il est plus dans les plans, machin chouette, il veut être prêté. Alors qu'on n'a même pas payé l'option d'achat. C'est lunaire. Et sur les 10 derniers matchs, il a 115 minutes de temps de jeu. C'est absolument famélique. Je ne sais pas si on se rend compte, en fait. On veut le prêter, mais on ne le met pas en valeur. Fait comme Dina Bimbe, rappelez-vous l'année dernière, il est au cachot de septembre à novembre, et il revient à 1 mois et demi du marché hivernal, tu le fais jouer, du coup tu as des clubs allemands qui viennent, mais tu bloques son transfert. Alors, je me souviens plus, je crois que c'était avec le Bayer Leverkusen ou avec Francfort déjà, ou Offenheim peut-être, bref, je me souviens plus, bref, avec un club allemand, ça s'était mal passé, avec Leonardo, rappelez-vous. Et c'était pareil en seconde partie de saison, il joue pas, janvier, février, mars. Puis après, il revient tranquillement, après l'élimination contre le Real Madrid, il prend en valeur, il se montre, et les clubs arrivent, on le prête, terminé. Donc, Ekitike fait la même chose. Au moins face au 20e de Ligue 1. Angers demain. Pourtant, on va avoir la même équipe. Le seul secteur où je ne tiens pas rigueur à Galtier, c'est en défense. Vous connaissez mon avis sur Bichabou que je veux absolument prêter et que je ne veux plus voir avec l'équipe première parce qu'à chaque fois, il coûte vraiment soit un but, soit une occasion franche par match. Et ça, c'est une stat qui est véridique. C'est pas que le Bayern. Même contre Châteauroux, on encaisse un but sur une erreur de sa part. Bon bref. Pour tous les autres secteurs, attaque, milieu de terrain, j'en veux terriblement à Galtier. Qui a fait de la langue de bois, il a dit qu'il se projeté en tant qu'entraîneur du PSG la saison prochaine, qu'il travaillait les contours de l'effectif et du prochain mercato avec Luis Campos et son président. J'adore parce qu'il dit tout le temps qu'il bosse avec son président depuis le début. Ça va manquer quand on va avoir le nouvel entraîneur parce qu'évidemment, tu vas passer par la case Pôle emploi cet été, mon petit Christophe Galtier. Et on l'espère de tout cœur, bien évidemment, hein, parce que même si on t'a protégé sur ton approche du match aller contre le Bayern et qu'on n'a pas demandé ton licenciement après l'élimination contre le Bayern, évidemment, à la fin de la saison, tu dois sauter. Alors j'aimerais m'arrêter sur Nuno Mendes et ce secteur de jeu. Je vais faire un lien parce qu'il n'est pas là demain, encore une fois. Précaution. Alors il a loupé l'entraînement hier. Aujourd'hui, il était de retour avec l'équipe, mais Galtier a dit qu'il avait des mauvaises sensations au niveau musculaire et que du coup, par précaution, il ne sera pas là demain. Bon, on rappelle qu'il arrive au PSG avec un passif en matière de blessures, déjà au Sporting. La saison dernière, il a été blessé à quelques reprises. Et cette saison, j'ai quand même l'impression qu'il se traîne sa blessure d'octobre. Rappelez-vous, match aller contre Benfica, il sort, je crois, en seconde mi-temps ou à la mi-temps. Et ensuite, il revient assez vite. On annonce 3 semaines, 1 mois. Et au final, il revient un peu après 15 jours à l'entraînement collectif. Il rentre contre la Juve début novembre, on se souvient de son but fantastique. Et après, boum, Coupe du Monde, il rentre à Paris. Il est blessé, il revient pas avant longtemps.
Et après, bon, il enchaîne les petits pépins. J'ai quand même l'impression que cette saison-là, c'est un peu cette blessure d'octobre où il est revenu trop tôt. Peut-être la responsabilité aussi du staff technique, hein, qui, on le rappelle, est absolument incompétent. J'espère qu'on va changer de staff technique parce que la saison prochaine, on va la démarrer avec 4 convalescents d'opération. Kimpembe, Nordi, Neymar et Skriniar s'il signe, puisqu'il a été opéré hier. 4 mecs qui vont faire la préparation avec une cicatrice d'opération chirurgicale et sans avoir touché le ballon, les terrains, pendant 4-5 mois. Parce que Kimpembe, il va pas revenir à la reprise de juillet. C'est minimum septembre pour lui. Nordi, c'est pareil. Je pense que ce sera pas avant août qu'on va le revoir. Et Neymar, pareil. Là, il va rentrer du Brésil, il va être papa, félicitations à lui. Mais il a toujours son gros machin sur les images. Ça m'étonnerait qu'il soit absolument prêt pour le trophée des champions, par exemple. Bon, bref. Je me posais la question d'abord, Nuno est-il le meilleur Parisien cette saison? Alors bien évidemment, son match retour contre le Bayern, il est mauvais, mais c'est son seul mauvais match de la saison. Parce qu'à l'aller, ok, on peut l'incriminer sur le but que Kingsley Coman met, mais pour moi, dans l'ordre des responsables, c'est ceux qui laissent à Davis tout le temps de centrer. Ensuite, Donnarumma, qui doit repousser. Et enfin, Nuno. Et puis derrière, avec l'entrée de Mbappé, franchement, Nuno surnage. On l'a limite oublié parce qu'il y avait la fixette sur l'entrée de Mbappé qui a fait du mal psychologiquement aux Bavarois, le but hors jeu, machin chouette. Mais n'oublions pas la performance de Nuno dans ce 11 délabré, où clairement c'était vraiment un des seuls à mener la révolte. Voilà, avec cette haine de la défaite, c'est quelque chose qui montre toujours, de toute façon, c'est toujours un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Il est toujours bon, en fait. Parce que t'en as, des fois, c'est les moins mauvais. Alors du coup, t'es gentil avec eux parce qu'ils sont moins mauvais que les autres, mais ils sont pas non plus transcendants. Lui, c'est pas ça. Lui, il est bon. Et évidemment, on l'adore, hein, bien sûr. Donc pour moi, oui, c'est le meilleur Parisien cette saison. Mbappé, il y a quand même beaucoup de matchs où il est pas bon, très clairement. Il y a aussi l'extra sportif. Hein. Je rappelle que cette saison, il a plus fait parler de lui en extra sportif par ses stories Insta que sur le terrain au PSG. C'est la réalité. Voilà, il faut pas être obstrué par la Coupe du Monde qui n'a pas été faite avec le PSG mais l'équipe de France. Voilà. Pepsi et Neymar, hein, ils sont un peu hors jeu. Ouais, Danilo à la limite, mais lui aussi Danilo, hein, il a eu des matchs compliqués. Hein. Il a eu des matchs où à la relance c'était dur, où dès qu'il avait un attaquant, par exemple contre Lens 1er janvier, il fait pas un bon match. Hein. Alors il est au milieu de terrain, il est envoyé au casse-pipe par Galtier qui fait des mauvais choix, mais voilà, il fait un match quand même qui est très mauvais ce soir-là, il faut le souligner. Rennes ou Lyon Lyon aussi, il fait pas un bon match aussi. Je me souviens plus si c'est Rennes ou Lyon, mais il y en a un des deux où il est mauvais. Bref, donc pour moi, Nuno, meilleur Parisien de la saison. Et puis surtout, au vu de ses blessures, j'ai envie de relativiser en fait. J'ai envie de relativiser parce que j'ai l'impression que ce sera globalement un joueur à la Ousmane Dembélé, à la Kingsley Coman. Alors peut-être pas autant, hein, parce que là, les deux que je cite, c'est quand même le Graal dans cette dimension-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ce genre de joueur, forcément, ils sont musculairement remplis, mais pas trop non plus, hein, parce que pour les changements de rythme, il ne faut pas non plus être ultra surchargé musculairement. Premier point. Ils font beaucoup de courses à haute intensité. Il y a tous les changements de rythme, hein, ballon au pied, sans ballon les appels en profondeur, les courses vers son but pour Nuno Mendes, parce qu'il est latéral avant tout, les appuis, hein, la fréquence des appuis et tout ça. Donc forcément, les muscles sont appelés plus que n'importe quel autre joueur, et le risque de blessure est donc multiplié. Pour moi, ça me paraît logique. Un joueur du type de Nuno Mendes, il faut relativiser, tu n'en trouveras pas à 60-70 matchs dans la saison en fait. C'est pas possible. Parce que voilà, les muscles sont... Et puis sans compter aussi le fait que, comme c'est des mecs qui provoquent beaucoup, alors Nuno c'est pas le cas parce qu'à chaque fois c'est des blessures musculaires, c'est ça qui me gêne. Parce que, à la limite, tu vois, Neymar par exemple, tu peux relativiser parce que il y a des blessures, c'est quand même des tacles assassins. C'est des contacts. Parce que ce sont des joueurs qui vont chercher le contact. Ça, pareil, ça augmente le risque de blessure. Mais Nuno, c'est un peu faux, ça, pour lui. Parce que il s'est pas beaucoup blessé sur des contacts. Hein, plus un peu tout seul, musculairement. Voilà. Bon.
Et donc, on a la première dans le groupe pour Serif Naga, 17 ans, qui est arrivé cet hiver, après 6 mois sans jouer, puisqu'il avait une histoire contractuelle avec le FC Porto qui fait que de cet été à cet hiver, il était libre et donc on l'a pris. Donc ça, c'est plutôt pas mal à mettre au crédit de Luis Campos. On verra peut-être les effets de cette politique dans quelques années quand Naga percera. Alors, on est tenté de le comparer à Nuno, parce qu'évidemment, il a des qualités similaires. Explosivité, les appuis, les courses, avec le ballon, la conduite, il est très bon là-dedans. Mais il y a aussi des points de différence et le comparer avec une référence à son poste, je pense que c'est pas l'aider en fait. Voilà. Donc on va s'écarter de ça. Naga par exemple doit progresser défensivement. À la différence de Nuno qui est quand même plutôt bon dans son couloir, même s'il doit progresser dans son appréhension de la surface. À la défense dans sa surface, alors il y a le but, comme je le disais, au match aller contre le Bayern. Il y a le but de Lyon aussi, ou contre Rennes. Je confonds ces deux matchs à chaque fois. Ils étaient tous les deux absolument horribles, et je les confonds à chaque fois, les deux qu'on a joués dernièrement là. Pourtant, il y a eu une trêve internationale entre les deux. Mais bref, où Nuno, là, il est un peu paumé, il n'est pas bien placé. L'orientation du corps aussi, il faut qu'il bosse un petit peu ça, Nuno, dans la surface. Mais globalement, hors de sa surface, il défend bien. Il est rarement pris en 1 contre 1. Il court rarement vers son but comme un dératé et derrière le porteur de ballon. Donc, ça, c'est pas trop mal. Naga, voilà, lui, il doit progresser un petit peu plus défensivement. Bon, demain, on aura Bernat. Voilà, il sera là, pas de problème. Mais j'aimerais ouvrir sur le mercato une discussion parce que pour moi, il y a les joueurs gratuits. Cet été, N'Golo Kanté, Gundogan, il y a plein de joueurs qui sont gratuits, des affaires à faire, bien évidemment. Et il y en a un qui négocie avec son club, c'est rien fait pour l'instant, et j'aimerais en parler parce qu'en fait, aujourd'hui, concrètement, Luis Campos, ce qui fuite là, il est en train de faire ce que tout le monde est capable de faire, ce que Leonardo faisait, à savoir pister les joueurs les plus en vogue, les mecs qui sont tendance, négocier avec eux, négocier avec le club, et globalement, notre grand attaquant, on va le faire comme ça, avec le chéquier. Pour ça, pas besoin d'un DS, pas besoin d'avoir Luis Campos machin chouette, tout le monde peut le faire. Un directeur sportif, on l'attend plutôt sur sa capacité à gérer le quotidien, créer un vrai groupe, une osmose, et je l'ai toujours dit, c'est là où j'attendais Campos, il s'est foiré complètement là-dessus, parce qu'aujourd'hui le groupe est divisé. Et dans un deuxième temps, un mercato, c'est pas que les secteurs prioritaires où tu dois poser le chéquier et recruter de la classe mondiale, c'est aussi d'autres secteurs où il faut faire des ajustements et où tu as besoin de créativité. Le premier qui me vient en tête pour moi, c'est les doublures de Nuno et Achraf. Alors Nuno, c'est moins évident qu'Achraf parce qu'il y a Bernat qui est à 8 millions par an, donc c'est compliqué de s'en séparer. Du coup, de recruter un troisième mec, ça n'aurait pas trop de sens. Par contre, Achraf Hakimi, et là j'ai eu une petite idée en voyant les matchs de Manchester City, mais pour revenir à Nuno, pour moi en fait, là, on voit les rumeurs. Vrai numéro 9, le milieu un petit peu délaissé, un défenseur en plus de Skriniar. Je le dis, on va avoir le retour du fameux 3-5-2 que Luis Campos veut, comme si c'était notre entraîneur. Mais le problème de ce système, c'est que dès qu'un titulaire saute, il perd tout son sens, et du coup son crédit auprès des joueurs, des supporters et de l'entraîneur. Alors qu'il faut voir le problème dans l'autre sens. Au milieu de terrain, à part Vitinha et Verratti qui ont surperformé en double pivot en début de saison, il n'y a personne qui est capable de jouer dans ce registre. Et encore, je me pose des questions sur Vitinha et Verratti s'ils avaient continué la saison à cavaler comme ils le faisaient en août-septembre. Ils se seraient pétés, ou alors ils auraient été carbo dès le mois de novembre en fait. Tu me diras, Verratti, ça l'a pas empêché d'être carbo après la Coupe du Monde qu'il a même pas joué. Sur les côtés, Achraf et Nuno, il y a personne. Tu peux pas remplacer Mendes par Juan Bernat, l'asthmatique. Devant, j'en parle même pas, mais ça c'est inhérent à chaque système, le fait qu'on ait des remplaçants qui ont un gap bien trop creux, bien trop grand avec les titulaires. Voilà, mais ça, de toute façon, sans départ de Messi ou Neymar, ça ne changera pas. Il faut bien le savoir. Vouloir un numéro 9, pareil, pour ce système, c'est cool. Mais si tu as des milieux qui sont incapables de se projeter, de le lancer dans la profondeur ou de déclencher un centre depuis le demi-espace, ça sert à rien de le prendre, ton numéro 9 à 100 millions d'euros. Et si on veut être encore plus tatillon, je trouve que Nuno et Achraf doivent faire beaucoup plus de statistiques. Nuno, c'est son petit défaut. Alors, j'ai cité sa défense
dans sa surface, mais aussi à chaque fois, alors c'est peut-être parce qu'il se retrouve en bout de course, à chaque fois il perd en lucidité dans ses derniers gestes, ce qui fait qu'il a peu de statistiques. Achraf c'est pareil, il en avait dans ses anciens clubs, et lui c'est encore plus grave, parce que on le sait qu'il est capable de stater. Nuno, bon vas-y c'est un jeune, il a jamais vraiment eu cette qualité, mais Achraf à l'Inter, il tuait les cages. Là, au début, il le faisait, il nous faisait gagner des matchs sur ses premiers mois. Ça a duré 2-3 mois, on s'en souvient de ses débuts enchantés, Achraf. Mais depuis, plus trop de statistiques. Donc pareil, si on veut être tatillon. En défense, on n'a pas recruté l'été dernier. On attend Skriniar le tétraplégique indéfiniment. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de jouer à 3. Parce que dès qu'il y en a un qui saute, il n'y a personne derrière. Surtout avec la mort de Kimpembe. Nordi Mukele, c'est un petit peu pareil. Marquinhos qui n'est pas à l'aise là-dedans. Mbappé qui nous fait chier parce qu'il n'aime pas ce système. Alors que pour moi, avec l'effectif actuel, franchement, c'est autour de ça qu'il faut construire. Le 4-4 de Losange, il faut absolument l'oublier. J'aime bien le 4-4 de Apla, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout le facteur X, c'est Neymar. C'est Neymar qui est là, qui a un contrat jusqu'en 2027. Ok, il fait 50% des matchs, mais quand il est là, tu peux pas le mettre sur le banc, en fait, tu dois construire avec lui. Et le problème, c'est que j'ai vraiment du mal à l'imaginer milieu gauche d'un 4-4-2 Apla. En gros, très besogneux. Alors, je veux bien... Il avale les kilomètres et tout ça, mais enfin, il les avale pas très intelligemment. Bon, il défend pour dire qu'il défend, Neymar. Des fois, c'est des courses qui sont un peu idiotes. Et de là à l'imaginer milieu gauche de 2 lignes à 4 resserrées, ça me paraît un peu compliqué. Donc c'est pour ça que le 4-4 de Apla, sans Neymar, ok, mais avec, bon, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que le 3-4-1-2, voilà, Mbappé, ferme-la, et joue dans le demi-espace. Laisse ce côté à Nuno qui est très percutant, qui court beaucoup plus que toi, parce que vraiment, en fait, tu veux ton aile gauche, mais tu proposes globalement assez peu ou moins que les autres joueurs de ton registre. Pareil, Vinicius, Leao, quand je vois toutes les courses à vide qu'ils font, les propositions dans la profondeur, évidemment, c'est pas Mbappé ce genre de joueur, il est au-dessus d'eux intrinsèquement. Mais ce que je veux dire, c'est que arrête de vouloir faire le playmaker. Si tu veux ton aile gauche, tu nous fais chier pour y jouer avec le 4-4 de Losange, machin chouette. Fais les courses à vide pour donner du sens au système et des solutions à tes coéquipiers en fait. Ou alors, tu la fermes, tu joues à 3, et en plus en début de saison, il était à l'aise dans ce système. Il était à l'aise et il mettait en valeur ses coéquipiers. Collectivement, pour moi, c'est vraiment c'est là où tu peux maximiser tes forces. Donc, construire autour du système à 3. Subjectivement, je suis d'accord, et objectivement, je crois que Luis Campos le veut aussi. Et donc pour ça, il faut raccourcir le gap entre tes titulaires et tes remplaçants. Derrière Nuno, il y a une affaire à faire. Quelqu'un qui va être libre de tout contrat. Raphaël Guerreiro, les gars. 29 ans. Alors rappelez-vous, en 2019, il devait venir au PSG. Il a d'ailleurs dit plus tard sur Beansport, en interview, il avait dit « J'étais d'accord pour rejoindre le PSG, c'était tout proche. » Et au final, ils ont changé de direction. Je pense que c'était le switch de Antero à Leonardo. Et ça s'est pas fait. Il l'a confirmé lui-même. Tourelle le voulait parce que sur son premier passage à Dortmund, il avait fait jouer au milieu de terrain, par exemple, poste où aujourd'hui il est très bon. Et Dortmund envisage de le prolonger pour le faire jouer à ce poste-là, en fait, en numéro 8. Il peut aussi jouer latéral gauche. Donc moi, évidemment, sa polyvalence en tant que couteau suisse, on l'apprécie. C'est quelqu'un qui fait des stats, tu vois. Je te disais, il faut des pistons avec un apport statistique. Je reprochais à Nuno et à Achraf. Raphaël Guerreiro, 22 matchs en Bundes, 11 passes décisives, 3 buts. Il a été élu joueur du mois en championnat en mars. Il peut jouer latéral, mais aussi milieu. Pour le système A3, du coup, c'est quelqu'un qui te permet, quand Nuno n'est pas là, de ne pas changer de système parce qu'il est à l'aise en tant que piston. Il fait les courses. Dans le dernier tiers, il est vraiment bon. Les passes, jouer dans les petits espaces. Et je ferai un parallèle avec le côté droit. Raphaël Guerreiro, c'est quelqu'un qui est capable de porter le ballon, de le distribuer dans les petits espaces, qui est plutôt à l'aise. Et c'est ce genre de profil que j'aimerais avoir à droite derrière Achraf. Alors je dis pas Raphaël Guerreiro, mais par exemple, Bernardo Silva, vous le savez, Mbappé l'apprécie, ils se connaissent de Monaco, Luis Campos pareil, et ça va être une priorité cet été. On va pas se leurrer. Je pense que j'en ferai une vidéo prochainement. Mais quand je vois son positionnement dans le couloir droit avec City là en Ligue des Champions, je me dis, en fait, le faire venir, tu recrutes un Barella au milieu qui se projette, qui va dans
la surface de réparation, box-to-box, Barella. Et derrière, tu prends Bernardo Silva pour jouer milieu, avoir le demi-espace quand Hakimi est là, ou alors le couloir réellement quand Hakimi n'est pas là pour combler en fait Achraf. Parce que pour moi, derrière Achraf qui peine dans les petits espaces, qui techniquement a besoin de recevoir le ballon lancé par exemple, un Bernardo Silva qui fait des différences ballon au pied, qui a une fréquence d'appui très importante, qui peut faire penser à Pionel Pepsi. Franchement, voilà, là, je kifferais dans cette dimension-là, en fait, un recrutement, tu vois, Raphaël Guerreiro, Bernardo Silva. Là, ton système à 3, il a de la gueule. Achraf saute, bam, Bernardo à droite. Nuno saute, bam, Guerreiro à gauche. Terminé. Tu veux repasser à un système à 3 milieux? T'as Guerreiro pour mettre de la densité dedans. En numéro 8, relayeur gauche. Terminé. Ça, c'est du vrai recrutement intelligent. Alors, bon, Bernardo, ça coûte aussi cher. Ok, il a fait une grosse double confrontation contre le Bayern, pas de problème. Mais à 70 millions, je me dis, il y a peut-être mieux à aller chercher. Surtout qu'en plus, visiblement, notre gros transfert, ce sera un numéro 9. Et derrière, aux autres postes, il va falloir faire avec un budget resserré. Mais pour moi, voilà, si on a un budget illimité, Barella, Bernardo, c'est parfait, c'est plié, on n'en parle plus. Mais visiblement, les 150 millions, on va les mettre sur un numéro 9. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite précision pour Raphaël Guerreiro, je voudrais nuancer. Je le veux absolument. J'ai dit qu'il était gratuit. C'est un peu démago parce qu'il touche actuellement 5,5 millions. Ce qui est quand même beaucoup à Dortmund. Surtout qu'en plus 5,5 millions en Allemagne, en France, avec les charges patronales qui sont plus élevées, ça monte à 6 millions. Évidemment, il faut imaginer la prime à la signature et l'augmentation de salaire, sachant qu'il arrive libre. Donc bon, refaire un remplaçant à 6-7 millions l'année, ça fait un peu mal aux fesses, on va se le dire. J'aimerais nuancer, surtout à 29 ans. Il a eu aussi quelques petites blessures à un moment donné dans sa carrière. Mais voilà, pour moi, c'est typiquement le coup à faire quand même, au vu de ses qualités techniques, par exemple. Voilà. Pour moi, à ce poste de piston, il faut au PSG un Perisic, un Ferreira Carrasco, quelqu'un qui a du ballon, est capable de le porter, pas que le demander dans la course, pas que avoir un jeu en rupture comme Nuno Mendes ou Achraf Hakimi, mais aussi quelqu'un capable d'aller chercher le vis-à-vis, le 1 contre 1, titiller, faire des statistiques comme Raphaël Guerreiro, comme Bernardo Silva. Donc voilà un petit peu, c'était une vidéo un peu utopique. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve du coup demain pour le débrief de Angers PSG. Ciao les amis.